Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Le Figaro. Vous êtes secrétaire d'État à la fonction publique et vous réunissez... À la réforme de l'État et à la simplification. Excusez-moi, à la réforme de l'État et à la simplification. Et vous réunissez ce week-end écologiste avec un point d'interrogation, le mouvement que vous avez cofondé avec François de Rugy, qui était comme vous en rupture de banc, avec Europe Écologie Les Verts. On va d'abord parler d'un sujet du jour qui est la révision constitutionnelle et plus particulièrement la déchéance de nationalité. François Hollande a reçu hier Gérard Larcher, le président du Sénat. Aujourd'hui, c'est Claude Barthelone, le président de l'Assemblée. Est-ce que selon vous, il faut une révision constitutionnelle quoi qu'il arrive, c'est-à-dire sans la déchéance, mais avec l'état d'urgence et éventuellement la réforme du CSM ? Il faut une réforme constitutionnelle qui puisse être votée, tout simplement. Et je crois que le président de la République avait été très clair dans son discours devant le Congrès à Versailles, applaudi par l'ensemble des parlementaires présents, une standing ovation. Et depuis, le président de la République cherche un consensus qui puisse rassembler droite et gauche sur des mesures fortes, déjà des mesures utiles pour la lutte contre le terrorisme, et aussi des mesures symboliques comme la déchéance de la nationalité. La recherche de compromis, la gauche l'a fait à l'Assemblée nationale. Nous sommes y compris allés au-delà même de notre propre camp pour trouver une majorité des 3/5, parce que vous le savez, il faut les 3/5. Et malheureusement, pour des raisons qui leur appartiennent, et y compris, je pense, liées... On ne va pas refaire toute l'histoire. En gros, les sénateurs sont revenus à la version qui était celle de François Hollande au Congrès de Versailles. Si vous voulez, à un moment, nous, on ne voudrait pas être pris entre... Ma question précise, c'est est-ce qu'il faut réunir le Congrès, ça mérite de réunir le Congrès pour inscrire l'état d'urgence dans la Constitution et réformer le Conseil supérieur? Alors, il y a eu des discussions avec le président du Sénat hier, il y en a eu avec le président de l'Assemblée nationale ce matin, et moi, ma réponse est que je suis membre du gouvernement. J'en parlerai bien sûr avec le Premier ministre et le Président de la République dans le cadre des différentes réunions que nous avons de façon hebdomadaire. Donc votre réponse, c'est pas de réponse? Non, c'est pas de réponse, c'est que je pense qu'il faut aller au maximum dans la logique de ce qui a été le discours du Congrès de Versailles. Après, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, c'est-à-dire que manifestement les sénateurs, les sénateurs de droite se sont plus préoccupés peut-être même de régler des comptes déjà avec M. Sarkozy dans le cadre de leur primaire que de chercher l'intérêt général et l'unité de rassemblement du pays, donc je ne peux que le déplorer, voilà. Vous allez nous faire du Bruno Le Roux, là, ça échoue à cause des sénateurs, alors qu'un attentat meurtrier vient encore de rappeler... Non, mais moi je ne veux pas rentrer dans ce type de polémique. Je déconnecte d'ailleurs le travail des sénateurs qui ont leurs convictions, de ce qui s'est passé d'ailleurs si dramatique. Non, mais moi je ne veux pas faire le commentaire des petites phrases des amis écologistes. On va parler d'écologistes avec un point d'exclamation. Est-ce que vous allez parler de la primaire qui agite toute la gauche? Oui, alors nous allons déjà parler d'écologie et nous allons parler aussi de l'UDE, la structure que nous avons et que je préside avec Jean-Luc Benamias, qui est ex du MoDem et qui nous a rejoint également. Et nous participons en tant que UDE et écologistes dans l'organisation des premières réunions qui sont, il faut le dire, quand même assez confuses, parce que moi, je ne suis pas du tout opposé au principe de la primaire. Et je suis sûr qu'il y a des gens très sincères, comme Guillaume Duval, comme Danny Cohn-Bendit, autour de la primaire. Mais nous, on a l'impression parfois dans les réunions que le sujet, c'est de régler des comptes avec le président de la République et avec le Premier ministre, dans le Hollande bashing ou dans le Valls bashing. Nous, on a beaucoup de respect pour aussi bien Pierre Laurent que Cécile Duflot. On a pris des distances sur le fond et sur le plan de la stratégie politique, évidemment, mais nous pensons qu'il faut rassembler. Mais c'est quand même assez particulier d'arriver dans des réunions où on voit bien que l'idée, c'est d'organiser une primaire plutôt anti-gouvernementale, et c'est sûr que ça n'ira pas très loin. Mais comme nous sommes des gens persévérants et rassembleurs, nous y allons et on joue le jeu avec franchise, réellement. Alors, depuis que vous êtes entré au gouvernement, 2 décisions notamment ont été prises, la poursuite de l'activité des centrales nucléaires et puis le référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce pas 2 décisions qui vont franchement dans le sens du projet écologiste. Vous vous sentez toujours bien? Sur le référendum Notre-Dame-des-Landes, pas du tout. Vous avez appelé à voter contre? Non, mais surtout, c'est moi qui ai proposé le référendum il y a 6 ans. Donc, je suis le premier. Vous avez appelé à voter contre et Ségolène Royal n'a pas trouvé ça très cohérent de la part d'un membre du gouvernement. Oui, j'en ai même parlé avec Ségolène Royal ce matin. J'avais une réunion de travail avec elle sur la question du certificat environnemental et du permis environnemental unique. C'était très intéressant. Et les choses
sont très claires. Il y a ce référendum que j'ai voulu, qui a été arbitré par le président de la République et le Premier ministre, qui sera donc sur le périmètre de la Loire-Atlantique, et le résultat s'imposera à toutes et tous. Les membres du gouvernement dont je fais partie disent leurs sentiments sur le sujet. Moi, j'ai dit non. Stéphane Le Foll a dit oui. Évidemment, parce que nous avons déjà suffisamment de travail comme ça, on ne va pas faire campagne sur le terrain. Ça n'aurait pas beaucoup de sens que les membres du gouvernement aillent faire campagne sur le terrain. Voilà. Vous avez dit Ségolène, parce non, mais c'est un sujet local. Et d'ailleurs, Ségolène Royal, elle, en charge de l'écologie, justement, est aussi en lien avec la CNDP, la Commission nationale du développement public. Tout ce monde-là sera garant de la sincérité du scrutin. Et moi, je souhaite une participation massive qui légitime le scrutin. Et je le dis très très clairement, la décision devra s'appliquer à toutes et à tous. Et moi, vous l'avez compris, j'espère que le non l'emporte. Sur les prolongations des centrales, vous savez, c'est l'application de la loi de transition énergétique. Oui. Moi, je l'ai dit très clairement. C'est pas ce que disent vos amis, vos ex-amis écologistes. Non, mais les Verts, si je les avais écoutés, on serait toujours à 75% de nucléaire en France. Voilà, et je le dis encore, je suis désolé, c'est comme ça. Il paraît que j'ai conclu notamment l'accord programmatique avec les socialistes en 2011, et nous sommes convenus que c'était 50%, parce que je pense que c'est une première étape. Et je pense qu'à terme, ça sera 25%, et puis probablement, si nous réussissons à créer la révolution autour des énergies renouvelables, ce que je souhaite faire. Je cherche par exemple notamment à simplifier les normes pour réduire la lenteur dans les démarches sur l'énergie renouvelable, le photovoltaïque, le solaire. Je travaille sur ce sujet avec Denis Baupin et on va faire des propositions notamment à Ségolène Royal. Bon. Vous voyez, c'est le sujet, il est clair. On réduit la part du nucléaire, on augmente massivement les énergies renouvelables, on lutte aussi, ça c'est le rôle d'Emmanuel Cos qui est au logement, on essaie de faire de la rénovation thermique des bâtiments et de travailler sur l'isolation, et à la fin, dans 15-20 ans, je pense qu'y compris le modèle économique du nucléaire laissera sa place au modèle économique des énergies renouvelables. Mais franchement, si j'avais écouté mes petits amis des Verts, eux, grâce à eux, il ne se passerait rien, jamais rien. Et eux, d'ailleurs, aujourd'hui, ce sont souvent d'ailleurs, parce qu'ils ne prennent jamais de compromis, ils ne prennent jamais les avancées, ce sont peut-être aujourd'hui les meilleurs partisans du nucléaire du passé. Ils vont apprécier. Oui, mais je le pense très sincèrement et je suis assez, moi aussi, assez fâché de cette vision de la politique. On passe son temps à critiquer, à toujours dire que ceux qui sont dans les responsabilités sont déjà des traites à la cause. Et ça, je trouve ça incroyablement puéril dans une période où justement, on a d'ailleurs besoin de continuer à réformer ce que fait le gouvernement courageusement. Ça veut dire que le parti ELV, en tant que parti, est en train de se saborder en France ? Moi, je suis déjà beaucoup exprimé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus dans la gauche de la gauche qu'écologistes. Voilà, après, maintenant, c'est leur problème. On parle d'un sujet important aussi, qui est le PNR, Passenger Name Record, qui sert en fait à tracer les passagers d'avions à l'intérieur de l'Europe. On essaie de le faire voter par le Parlement européen. Les Verts, mais aussi le Front National et une partie des socialistes sont contre. Quelle est votre position sur le sujet ? Bon, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup parce que je suis en charge de la révolution numérique, de la transformation de l'État, donc aussi bien pour les administrations. Je précise que dans les arguments contre, il y a le fait qu'on ne sait pas, en fait, disent les détracteurs de cette mesure, on ne sait pas comment seront utilisées les données. Il faut avoir tout à la fois une ouverture. Moi, je suis aussi également en charge de l'open data gouvernemental, c'est-à-dire la donnée publique. Donc, évidemment, il faut essayer de développer les données publiques de façon générale, et notamment sur ce sujet sur lequel je reviens vraiment tout de suite. Et il y a un gros programme de protection de données, y compris d'anonymiser certaines données. Donc ça, c'est un sujet très global. Donc les libertés sont préservées. Bien sûr, c'est-à-dire, mais enfin. Alors pourquoi la Commission des droits de l'homme pourquoi la Commission des droits de l'homme est contre ? Chacun d'entre nous, on voyage, on voyage, admettons, en achetant sur des applications pour les avions, mais enfin tout le monde a les informations, donc les compagnies ont les informations. Donc les seuls qui ne pouvaient pas avoir les informations, ce sont les policiers, les gendarmes européens, le Frontex européen, c'est-à-dire tout à la fois pour ne pas faire en sorte que les gens ne rentrent pas, en particulier en cas de risque terroriste sur notre territoire, donc il faut renforcer, et le PNR, il faut le voter. Il faut le voter, qu'on puisse avoir la traçabilité de ceux qui viennent, oui, disons-le, d'Irak et de Syrie. Manifestement, c'est un peu plus là où il y a un foyer de terroristes, et je ne veux pas stigmatiser les malheureux Irakiens ou Syriens qui sont opprimés et qui sont victimes. Mais tout de même, il y a une traçabilité à avoir, et qu'on puisse suivre dans l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a parfois des endroits où les terroristes assez organisés font exprès d'arriver dans le pays limitrophe pour ensuite
ensuite, parce que les frontières sont assez poreuses, pour prendre la voiture et arriver à faire les attentats. On l'a vu pour nous à Saint-Denis et Paris, et là, il ne faut plus tergiverser. Et le Premier ministre l'a dit à la séance des questions au gouvernement avant-hier, les parlementaires, y compris socialistes et verts, doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé à Paris et il y a quelques jours à Bruxelles? Enfin, là, on marche sur la tête. Autre sujet brûlant, la loi travail, qui est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Une partie des socialistes, je ne parle pas des Verts parce qu'ils sont quasiment pour le retrait du texte, veut encore l'amender sur plusieurs points. Alors vous avez vu les points. Par exemple, pour licencier, ils veulent qu'on prenne en compte la situation internationale d'un groupe et pas simplement sa situation française. Quelle est votre position ? Il faut continuer le dialogue avec la majorité parlementaire. Alors sur quel point faut-il encore édulcorer le texte qui a déjà bien perdu sa substance? Je ne m'en voudrais pas. Je trouve que Myriam El Khomri est quelqu'un de très courageux, de très compétente. Elle mène ce texte, y compris dans le débat parlementaire, avec beaucoup de volontarisme et de détermination. Je ne vais pas ici, moi, dire des arbitrages qui ne sont pas de ma compétence. Et je le dis très clairement, on a eu le dialogue social avec, en particulier, les syndicats réformistes, et nous avons fait des amendements au texte initial qui était l'avant-projet transmis au Conseil d'État. Oui. C'est la démocratie sociale. Il y a la démocratie parlementaire avec Christophe Sirugue, avec la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Ce dialogue va continuer avec les parlementaires de la majorité, mais aussi de l'opposition. Vous savez, on a, et je le dis à chaque fois quand quelqu'un se met tout de suite à c'est l'histoire de Lucky Luke, c'est pouf, on tire et on pose des questions après. Il y a encore 4 mois, parce que je suis ancien sénateur et j'ai vu aussi, y compris parfois une certaine forme de lenteur de la démocratie parlementaire, il y a encore 4 mois pour faire des modifications. Ouais. Donc voilà, continuons le dialogue et le gouvernement là-dessus est extrêmement ouvert et serein. Dernière petite question rapide. Robert Badinter, qui était chargé de faire un préambule au Code du travail, voulait permettre l'expression des convictions religieuses dans les entreprises. Apparemment, Manuel Valls ne veut pas retenir cette disposition, mais la décision n'est pas encore officielle. Est-ce que vous souhaitez que les convictions religieuses puissent être exprimées dans l'entreprise? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans le Code du travail? Permettez-moi quand même de vous dire, Judith Weintraub, que c'est un peu plus complexe et un peu moins binaire que ce que vous venez de dire, et que le sujet est complexe. Et je sais qu'il y a c'est bien légitime, une discussion au sein du gouvernement. J'ai cité les termes exacts. Moi, je le dis très clairement, je fais partie des laïcs du gouvernement. Je suis très attaché à ce sujet-là. Je pense que parfois même, on a trop accepté, on a trop reculé sur la laïcité. Et sur cette question épineuse, j'aurais le souci de donner mon avis au chef du gouvernement. Vous l'avez quasiment donné. Vous êtes laïque, vous considérez que l'entreprise n'est pas le lieu où doivent s'exprimer les convictions religieuses. Voilà ma réponse. Ce que je viens de dire ou... Non, c'est celle que j'ai formulée avant. Là, vous êtes d'une prudence, on ne sait plus si non, vous êtes laïque. Tout simplement parce que je trouve qu'un gouvernement, c'est une équipe qui doit être loyale et solidaire. En revanche, et y compris maintenant, les débats parfois sortent en canard enchaîné ou je ne sais où, en revanche, personne ne pourra dire que je ne dis pas mes convictions dans les réunions d'arbitrage. Bon. Et ce serait quand même pas tout à fait normal que je vous dise mon sentiment. Alors, vous le dites sur Notre-Dame-des-Landes, mais pas sur la laïcité. C'est un arbitrage que nous avons eu avec le Premier ministre et c'est en cela que les choses sont claires. Ok, Jean-Vincent Placé, merci et bonne journée. Merci.